Je voudrais faire remarquer au président de la Commission que l'examen au Sénat de ce texte qui devait être complet, vous êtes en train de vouloir le bâcler et sur les sujets santé qui arrivent maintenant. Et les sujets comme celui du sucre, je crois que la ministre de la Santé a pris des positions intéressantes dessus et vous êtes en train de lui demander de ne pas s'exprimer. Alors, l'Assemblée nationale n'aura pas étudié le texte, vous avez dit mais le Sénat va l'étudier, là vous nous dites arrêtez tout, on n'a plus le temps. Après avoir passé, et ce n'est pas le fait de l'opposition, beaucoup de temps, parce que votre majorité est divisée sur les questions de fiscalité. Et là, maintenant, vous ne voulez pas qu'on discute des sujets santé. La LFSS n'est pas faite pour passer son temps à détricoter les finances sociales. Parce que vous avez passé beaucoup de temps à supprimer des recettes pour la sécurité sociale. Et la taxe soda, comme la fiscalité comportementale, vise, à des politiques de prévention qu'il faut articuler avec la fiscalité. Et là, je suis en colère parce que vous arrêtez le débat sur les questions de santé qui arrivent maintenant parce que vous ne voulez pas poursuivre au-delà de demain soir ce texte. Eh bien, ne venez pas dire après que le Sénat aura complètement délibéré sur la LFSS. Vous tronquez le débat. Il y a une complexité là sur le sucre dans l'alimentation transformée qui fait que la fiscalité n'est pas le seul outil pour répondre et qu'il y a bien d'autres mesures. Mais attention, il est aussi démontré que les incitations ne fonctionnent pas en la matière. Et donc, on doit rentrer dans autre chose. Est-ce qu'il est normal que dans des petits pots salés pour bébé, il y ait du sucre? Est-ce qu'il est normal que si on achète un plat préparé, une blanquette de veau, il y a du sucre? Vous mettez du sucre dans la blanquette de veau quand vous la préparez, vous? L'industrie agroalimentaire, la filière a mis du sucre partout. Si on n'avait pas adopté la loi Lurel, et elle est insuffisamment appliquée, dans les dom-toms, on continuerait à mettre plus de sucre partout parce que, soi-disant, dans les dom-toms, ils aiment plus le sucre qu'en métropole. Et on a une surprévalence de l'obésité et du surpoids. Défendre une filière, ça n'est pas défendre ses excès. Et donc, il faut réglementer, oui. Il n'y a pas que la fiscalité, mais il faut avancer sur le sujet. Et il n'y a aucune raison d'autoriser l'industrie agroalimentaire au nom des intérêts de la filière, comme j'ai pu le lire dans des mails qu'on reçoit, d'autoriser qu'il y ait du sucre partout. Nous en payons le coût collectivement et nous ne rétablirons jamais les comptes sociaux si nous n'avons pas des vraies politiques de prévention, si nous n'enrayons pas la progression du surpoids et de l'obésité, si nous ne faisons pas manger mieux les enfants. On ne peut être que tous d'accord sur les risques que représente l'alimentation transformée et le sucre. Nous pensions qu'il serait nécessaire d'avoir une obligation de mettre le Nutri-Score sur l'ensemble des aliments et en particulier tous ces aliments transformés. Je ne vais pas revenir sur les risques que représente l'obésité majeure chez nos enfants qui à 14 ans ne peuvent plus courir la même distance que ce que faisaient les enfants il y a 30 ans en arrière. On sait que ça permet d'améliorer la consommation. Les gens qui achètent font attention au Nutri-Score et il serait intéressant qu'il soit complet. Certains industriels jouent le jeu, mais j'ai quand même le souvenir d'une des auditions que nous avons faites quand nous avons travaillé sur cette mission sur les taxes comportementales, où une grande marque de bonbons nous disait qu'ils avaient bien entendu le message et qu'au lieu de faire des paquets de 300 grammes, ils faisaient des paquets de 175 grammes, qu'ils vendent bien sûr au même prix et qu'ils ne changent pas la composition. Alors si c'est ça l'aide de l'industrie, j'ai un fort doute. J'ai entendu mon collègue Jomier évoquer la loi dont, avec beaucoup d'autres, j'ai été le porteur, sur le trop de sucre dans les boissons. J'aimerais, avant votre vote, vous dire l'expérience dans les Outre-mer. Ça a pris un temps fou avec tous les lobbies contre nous. Et je peux citer l'industrie du sucre qui est venue pour me dire vous ne pouvez pas faire ça, sinon on quitte les Outre-mer. J'ai eu droit à une campagne électorale au régional parce que j'avais fait un texte pour diminuer le taux de sucre et l'aligner sur le standard national. Même boisson, même enseigne, même entreprise. Ce n'est pas respecté. Malheureusement, cette loi, il n'y a pas de sanction. Et ça peut être une incitation forte pour dire, si vous ne respectez pas le texte, vous paierez un peu plus de taxes. Mais le fait qu'il y ait cette incitation, elle peut être dissuasive pour une bonne qualité nutritionnelle des boissons, des yaourts et autres produits servis ici comme là-bas. Il y a encore quelques années, la plupart des bières étaient à 3, 4 degrés, et d'où la réglementation en vigueur. Et puis, on a vu qu'elle grimpe, et maintenant, on est plutôt souvent à 5-6 degrés. Et on voit même apparaître des bières à 8 degrés. Et donc, qu'est-ce qui est en cours comme mécanisme? Un mécanisme qui est un mécanisme
physiologique qu'on appelle de tolérance ou d'accoutumance. C'est-à-dire que quand on consomme un produit un peu addictif, on va devoir, au fur et à mesure, pour obtenir le même effet au bout du temps, augmenter les quantités ingérées. Et là, c'est la molécule alcool qui crée ce phénomène d'accoutumance. Et les fabricants, ils réagissent comment? Comme ils ont des clients qui en demandent plus, ils en mettent plus. Donc maintenant, ils font des bières à 8, 9, 10, j'ai même vu une bière à 11 degrés. Il faut enrayer à tout prix cette escalade. Fournir de plus en plus du produit à quelqu'un qui en demande, c'est exactement la logique des dealers. Alors là, on est dans un domaine légal, on est bien d'accord, mais c'est exactement la logique. On nourrit le phénomène d'accoutumance en augmentant la teneur en alcool. Et des bières à plus de 8 degrés, si ça doit devenir la norme, eh bien la consommation des jeunes en alcool va grimper en flèche dans notre pays. Cet amendement, il vise à enrayer ce phénomène. Le prix minimum par unité d'alcool n'entraîne aucune modification de la fiscalité et ne change rien à la fiscalité sur l'ensemble des alcools qui sont au-dessus de ce prix minimum. Ce n'est pas une mesure qui est destinée à faire rentrer des recettes dans les caisses de l'État. C'est une mesure qui est destinée à cibler la petite proportion de personnes qui ont une surconsommation d'alcool. Et quand on met en place ce type de mesure, on regarde ce que ça donne au bout de quelques années. Et c'est parce que l'Écosse, l'évaluation qui a été publiée est très positive sur les gros buveurs d'alcool, que d'autres pays ont adopté cette disposition. Le prix minimum de l'alcool met de la cohérence parce que c'est la concentration en alcool, le nombre de molécules d'alcool que vous ingérez qui génère la taxation. Et c'est strictement corrélé à la logique de santé publique, ce que n'est pas actuellement le système de taxation de l'alcool en France, qui est devenu, au fil des greffes ajoutées en fonction d'intérêts particuliers, illisible et assez peu efficace en termes de santé. Le coût social net de l'alcool s'établit à 102 milliards, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Sa consommation est responsable directement ou indirectement d'environ 49 000 morts prématurées par an en France. Les conséquences, notamment concernant la consommation excessive d'alcool, sont nombreuses et trop souvent irréversibles. Si le législateur s'est efforcé depuis 30 ans, pour des raisons sanitaires et sociales, d'encadrer la réclame des produits alcooliques, force est de constater que la publicité numérique est aujourd'hui un vecteur majeur de promotion, et notamment auprès des consommateurs particulièrement jeunes. Les réseaux sociaux et autres supports numériques permettent une diffusion massive et ciblée des messages publicitaires, contribuant à la normalisation et à l'attractivité de la consommation d'alcool. Parce que seule la prévention ne suffit pas. Cet amendement, chers collègues, vise à créer une taxation spécifique sur les publicités numériques en faveur des boissons alcooliques. Et cette taxation permettra de nouvelles ressources pour le financement des politiques de santé publique, notamment en matière de prévention des addictions, et de réguler la pression publicitaire exercée sur les supports numériques, particulièrement auprès des jeunes publics. Aujourd'hui, on en est au stade où la ministre de la Santé n'avance même plus une seule mesure pour essayer de limiter la consommation d'un toxique dans notre pays. D'un toxique qui coûte à la sécurité sociale en coût direct, la rapporteure générale l'a rappelé, 3 milliards d'euros par an, et ne parlons pas des coûts indirects. Donc la fiscalité n'est même pas alignée sur les coûts directs. Ce n'est pas juste. Et par contre, on va prendre dans la poche de tous les assurés sociaux pour essayer de combler le trou. Ce n'est pas juste. Et c'est la même chose pour le tabac dont on parlera après. 2 milliards de coûts directs non couverts. Et la trajectoire proposée est insuffisante. Et le gouvernement nous a envoyé un texte dans lequel il n'y a rien, ni sur la fiscalité, mais ni sur la question de la publicité. Il avait plusieurs entrées. Là, rien. Le vide total. Alors nous, on doit faire quoi? On doit se contenter d'incantations, de dire c'est pas mûr, de dire techniquement on va attendre. Mais pendant ce temps, les coûts directs s'accumulent. Et donc tabac et alcool, en coûts directs, c'est 6 milliards non compensés. À l'heure où on cherche à rééquilibrer les comptes sociaux, vous auriez pu, au gouvernement, nous mettre des propositions sur la table pour aller vers une compensation de ce trou-là. Alors il est vrai que la taxation, elle ne règle pas tout. Cependant, aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies, il y a des trous. Et ce marketing d'influence, il est devenu en quelques années un levier incontournable des stratégies de communication des entreprises, et notamment auprès des jeunes publics. Et l'objectif affiché, il est clair. C'est inciter à acheter de l'alcool et finalement inciter à en consommer.
Et nous avons là aujourd'hui l'occasion de combler certains trous et de proposer une taxation qui servira à abonder des politiques publiques. Aujourd'hui, quel est l'esprit de la loi Évin et est-elle parfaitement respectée? Non. On a un véritable sujet sur la publicité, notamment sur les réseaux sociaux qui sont véritablement le nouveau Far West, un déversoir. Et là, on parle de marketing avec des influenceuses rose poudrée, esthétique, girly. On n'est pas du tout sur la filière viticole qui ferait connaître un produit du terroir. On est vraiment sur des millions d'euros brassés par des gens inconséquents qui s'adressent à un public extrêmement jeune et pas du tout averti. 79% des 15-20 ans voient des publicités tous les jours sur les réseaux sociaux par le biais de stories, de trucs éphémères et limite publicité interstitielle, c'est-à-dire qui se glissent au milieu de contenus de ces influenceurs dans des communautés. Et aujourd'hui, ça parle à beaucoup de jeunes. Ça les incite à la consommation sur des produits qui ne sont pas de qualité par ailleurs, parce que c'est des vins qui sont à moitié mélangés, sucrés, etc. Donc on a un vrai problème. La réglementation aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. La loi Évin, elle est contournée. Et les influenceuses, quand certains arrivent à repérer leur publicité, elles sont condamnées à 3 000 €, alors que normalement, c'est 75 000 € de condamnation pour le détournement de la loi Évin. Donc on a un problème sur la publicité, on a un problème sur notre jeunesse. Et je pense qu'il faut vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps et taxer la publicité, et particulièrement celle qui se trouve sur les réseaux sociaux et qui touche les jeunes. Cet amendement propose d'instaurer une taxe sur la publicité des produits alcooliques afin d'alimenter le fonds de lutte contre les addictions. C'est un fonds qui manque de moyens pour la prévention. Ces centres de lutte ne bénéficient pas, par exemple, de la prime Ségur, et les professionnels qui y travaillent sont en décalage par rapport aux autres professionnels de santé qui peuvent en bénéficier. Donc voilà une utilisation qui pourrait être financée par cette taxe. Rappelons que l'alcool, c'est 41 000 décès par an en France. Les jeunes sont particulièrement vulnérables. 79% des 15-21 ans déclarent voir des publicités pour de l'alcool chaque semaine sur les réseaux sociaux. 23% des adolescents reconnaissent que ces publicités leur ont donné envie de consommer de l'alcool. Les réseaux sociaux, notamment par l'intermédiaire des influenceurs, permettent souvent de contourner la loi Évin. Les dépenses de publicité, qui sont une petite partie des dépenses de marketing, c'est entre 300 et 400 millions d'euros. La réglementation, d'accord, mais aujourd'hui, il faut rehausser collectivement le niveau d'exigence que l'on a à l'égard des plateformes, des réseaux sociaux. Il y a des plateformes comme le groupe Meta qui ont été condamnées parce qu'ils ont des influenceurs réguliers qui font de la publicité qui est interdite par la loi Évin. La loi Évin n'est pas suffisamment appliquée. Je pense qu'il faut renforcer notre arsenal. C'est à la Commission des affaires sociales qu'on doit alerter, c'est à la Commission des lois qu'on doit renforcer l'arsenal, mais il faut vraiment se saisir de ce sujet de santé publique pour la génération de jeunes qui est de plus en plus sur les réseaux sociaux. On va bientôt finir avec la première série d'amendements sur l'alcool. Et de quoi que ce soit qu'on parle, quelles que soient nos propositions, qu'il s'agisse des prix, qu'il s'agisse des taxes, qu'il s'agisse de la publicité, en fait, ça ne va jamais. Aucun des amendements ne trouve grâce à vos yeux. Et il y a toujours des bonnes raisons pour les rejeter. Soit elles sont techniques, soit elles sont européennes, soit il faudrait qu'on prenne le temps d'en discuter, soit il ne faut pas se précipiter. Des pointillés, ça fait une ligne au bout d'un moment. D'ailleurs, nous-mêmes, on assume nos pointillés d'amendements font une ligne. Notre ligne, c'est de réduire la consommation d'alcool chez les jeunes et aussi chez les adultes. En 1952, la consommation d'alcool était 138 litres de vin par an. En 1975, elle est tombée à 100. Et aujourd'hui, elle serait à peu près à 40 litres par an, par personne. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? J'en suis pas sûre. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et je trouve que la baisse de la consommation d'alcool chez les Français est une excellente nouvelle, qu'il s'agisse des questions de santé, des budgets de la sécurité sociale, des services d'addictologie, des violences faites aux femmes et aux enfants et de la sécurité routière. Mais voyez-vous, nous promouvons une orientation qui est celle de la santé publique pour tous. Je ne suis pas sûre que nous soyons d'accord et je pense que tous vos arguments sur les amendements révèlent qu'en fait, vous voulez que les Français continuent de consommer de l'alcool parce que les enjeux économiques sont supérieurs aux enjeux sanitaires. Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à créer à La Réunion une taxation sur les publicités en faveur de boissons alcooliques afin de lutter contre la consommation excessive de l'alcool. Et je parle ici de mon territoire. Et effectivement, je mets la situation de La Réunion en avant en présentant cet amendement. Les études révèlent que si les Réunionnais boivent en moyenne moins d'alcool à La Réunion que dans le reste de la France,
10% des usagers consomment 69% du volume d'alcool. Alors qu'il y a moins de consommation en moyenne, cette alcoolisation massive et chronique d'une frange de la population a des répercussions sanitaires et sociales trop importantes. Accidents de la route, cancer, maladies chroniques, violences intrafamiliales et au-delà des près de 600 morts prématurées par an, c'est 5000 passages aux urgences par an et des vies brisées parfois dès le commencement en raison du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, beaucoup plus documenté à La Réunion que partout ailleurs en France. C'est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d'alcool à La Réunion doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance. Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le fonds de lutte contre les addictions. D'une part, en s'acquittant de cette taxe, les industriels de l'alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leurs produits. Et d'autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l'engagement pris par le gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer. Faire de la prévention est une priorité de la politique de santé publique. Et penser à la situation de La Réunion face à cette consommation excessive de l'alcool est nécessaire. Quand Mme Bélim, sénatrice de La Réunion, exprime une volonté des acteurs de santé de La Réunion, entendre simplement avis défavorable, sans la moindre argumentation, mais franchement, moi j'en ai les bras qui tombent, Madame la Présidente. La Réunion fait face à une situation particulière et notre collègue a le courage d'affronter cette question. Et elle a face à elle des responsables nationaux qui ont baissé les bras, qui n'ont plus de volonté politique, qui se couchent et qui renoncent. Eh bien, écoutez, quand on n'a plus de force politique, on ne réglera pas, on n'avancera pas sur les problèmes que nos collègues de La Réunion soulèvent sur la question de l'alcool. Enfin, c'est quand même inentendable. Dans cet hémicycle où nous avons pour mission de représenter les collectivités et les territoires, nous avons pour habitude d'écouter ce que racontent les collègues, ce qu'ils décrivent de leur territoire et les propositions qu'ils en font. Quand une collègue de La Réunion vient ici avec un amendement qui ne concerne que La Réunion et qu'elle lance un appel au secours, elle dit à notre hémicycle « Aidez-moi, aidez-nous, nous n'en pouvons plus des ravages de l'alcoolisme à La Réunion ». Madame la ministre de la Santé jette un défavorable laconique, n'entend pas et ne respecte pas en fait la capacité d'une collègue élue d'un territoire de faire la synthèse entre les enjeux économiques et les enjeux sanitaires de son territoire. C'est un véritable déni à l'égard d'une collègue, d'autant plus qu'elle n'est pas la première de ce même territoire, d'un groupe politique différent, à faire la même proposition. Donc on pourrait peut-être se dire ensemble qu'elles savent de quoi elles parlent, ces deux femmes. Eh bien non, moi je ne suis pas légitime à juger qu'elles se trompent. C'est ce que vous faites. Vous lui refusez le droit, Madame la ministre, Madame la rapporteure, de proposer et nous de demander ce qu'il y a de mieux pour son territoire. Ce n'est pas acceptable dans l'esprit de notre Assemblée. Nous nous sommes rendus avec plusieurs sénateurs socialistes à La Réunion. Nous nous sommes rendus au CHU de La Réunion, précisément parce que notre collègue nous avait interpellés sur ce sujet. Et que le syndrome d'alcoolisation fœtale, La Réunion a la chance d'avoir un centre qui n'existe pas partout. Et c'est pour ça qu'on a des informations très précises sur le syndrome d'alcoolisation fœtale. Parce qu'il y a une ressource médicale qui s'est investie, parce qu'il y a des sénateurs, des députés de tous bords qui se sont investis. Donc on a beaucoup à apprendre de La Réunion et donc on doit aujourd'hui entendre ce qu'elle dit. Et si La Réunion est en avance, notamment sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est parce qu'on a à apprendre sur nos territoires de tous ces enjeux de santé publique pour les femmes enceintes, les bébés à naître et les enfants qui sont déjà aujourd'hui touchés indirectement et non détectés par ce SAF. Il n'est pas question ici de punir ceux qui produisent de l'alcool. Il n'est pas question ici de punir ceux qui consomment de l'alcool. Nous avons bien conscience qu'il s'agit d'une part infime de consommateurs, mais il y a une consommation excessive. Et elle est dangereuse pour la santé publique. Et chez nous, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et on le rencontre chaque jour. Il y a des violences intrafamiliales. Et derrière ces violences intrafamiliales, elles se font toujours sur fond d'alcool. C'est un sujet chez nous. Et nous avons besoin de soutenir cette problématique à La Réunion. Cela fait des années qu'on en parle et nous comptons réellement sur votre compréhension sur ce sujet. Ce n'est pas toute la France, c'est La Réunion. Il y a
possibilité aujourd'hui ici d'accompagner un petit peu ce territoire à se défendre face à ce fléau. Je voulais rendre hommage à l'ensemble des parlementaires qui ont travaillé sur ce sujet à La Réunion. C'est un véritable fléau. Je voudrais voler 30 secondes pour vous dire, chers collègues, merci. Merci pour ce vote. Comme par hasard, il y avait quelques Réunionnais en tribune. Donc, ils ont vu finalement cette assemblée basculer à un moment donné. Il y a parfois des petites victoires comme ça qu'il faut prendre le temps de dire merci. Donc, merci à tous pour cela. Le Nutri-Score s'interprète bien par catégorie d'aliments. Et évidemment, les fromages ne seront pas A, mais il n'est pas nécessaire de se nourrir d'aliments classés A au Nutri-Score. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que les données qui ont été publiées récemment montrent que justement, dans une catégorie d'aliments, il y a une hausse des produits qui sont A ou B et une baisse des volumes de vente des produits qui sont D ou E. Et ça montre bien que le Nutri-Score est efficace pour modifier la structure de consommation sur les céréales de petit déjeuner, de consommer des céréales de petit déjeuner qui sont plus riches en fibres et moins riches en graisses et sucres ajoutés. Ça marche. Et donc, dans quelques années, on peut espérer en voir les effets sur l'état de santé de la population et sur les prévalences. On peut espérer voir reculer des indicateurs de santé qui se détériorent. C'est le même amendement que celui de Madame la rapporteure, donc, qui vise à augmenter la fiscalité sur les jeux d'argent avec une attention particulière portée sur les jeux en ligne et les paris sportifs. Le secteur des jeux d'argent et de hasard connaît une croissance remarquable. Cette dynamique se confirme, portée par l'essor surtout des paris en ligne, dont le produit brut a augmenté au cours du premier semestre de 11%, principalement une explosion des paris sportifs. Cette croissance n'est pas sans conséquence. Les jeux d'argent peuvent engendrer des situations dramatiques d'addiction, de surendettement, affectant gravement les joueurs eux-mêmes, mais aussi leurs familles et la collectivité, pour des problèmes d'isolement, de dépression, de perte de repères sociaux. Notre action ne peut se limiter à une logique fiscale. Il est tout aussi crucial de renforcer la prévention des risques liés aux jeux pathologiques, particulièrement chez les jeunes. Cela passe par l'instauration d'une contribution donc spécifique sur les investissements publicitaires des opérateurs. Enfin, à travers cet amendement, permettez-moi d'exprimer une inquiétude, la volonté affichée par le gouvernement de légaliser les casinos en ligne. Les études sont unanimes sur ce point. Ce modèle est extrêmement addictif. Légaliser ces plateformes, c'est prendre le risque d'aggraver les comportements problématiques des joueurs actuels et d'exposer une nouvelle clientèle, souvent jeune, à des pratiques très hautement addictives. Plutôt que de créer un nouveau secteur de l'addiction, le gouvernement devrait donner les moyens à l'Autorité nationale des jeux de réaliser pleinement ses missions de contrôle et de fermeture administrative des sites illégaux. J'ai envie de taxer la publicité. Vous allez dire que je suis un peu obsédée avec ce sujet, mais je pense vraiment qu'on vient de faire un long travail autour des addictions en ligne et que la porte d'entrée, c'est la publicité qui est faite autour des jeux. 40% du chiffre d'affaires des opérateurs de jeux d'argent provient de personnes qui ont une addiction et un problème. Donc la position de notre groupe ne varie pas sur les addictions. Il faut passer par la taxation notamment de la publicité. En 2023, selon le rapport de l'Agence nationale des jeux, il y avait une reprise solide du marché. Donc la croissance des opérateurs est continue, ce qui n'est pas sans risque. Et le niveau de publicité qu'ils déploient autour de grandes manifestations sportives notamment, est de plus en plus élevé. Donc l'objectif, c'est bien de leur dire qu'ils font de la publicité autour de cela, peut-être, mais en tout cas que cette publicité, elle doit être taxée. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de taxer la publicité, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui circule et qu'à tout le moins, cette publicité, elle pourrait rapporter pour venir abonder le fonds de prévention des addictions. Puisque Madame la Ministre a évoqué le vapotage, la capacité des industriels à s'adapter est tellement rapide, et y compris sur les outils de vapotage. Aujourd'hui, lorsqu'on veut aller acheter et qu'on est en train de se sevrer du tabac et qu'on va acheter du liquide de vapotage, le buraliste nous dit le 0 et le 3 bientôt ne seront plus à la vente parce que c'est pas un segment intéressant
pour les industriels. C'est Lucky Strike derrière Vuse, c'est Philippe Morris derrière tous les autres produits de Vapotage. Donc vraiment attention, puisque les industriels s'adaptent et les industriels coupent certains produits très importants pour ceux qui sont en processus de sevrage pour continuer à les laisser accros, puisque s'il n'y a pas de 0 et il n'y a pas de 3 mg, on sera obligé de vapoter du 6 mg et on sera encore accro. Et le jour où on n'a pas de batterie, on replonge dans une cigarette. Donc vraiment, l'industrie est beaucoup plus rapide que nos échanges et les lois et les décrets d'application. Donc il faut qu'on aille très vite et plus loin. On parle fiscalité comportementale, il ne faut pas parler que fiscalité. Il faut que ça ait effectivement un impact sur le comportement. Or, comme ça a été rappelé, pour qu'il y ait un impact sur le comportement, les données sont bien connues. Il ne faut pas qu'il y ait une hausse. Il faut qu'il y ait une hausse substantielle pour que ça enclenche une baisse de la consommation. Donc la dernière fois que ça s'est produit, c'est la période 2016-2019, où il y a eu une hausse forte du paquet de cigarettes et où le nombre de fumeurs a décroché. Depuis, on est dans une stagnation. Et je veux dire que ce qui est proposé par le gouvernement et je crois la Commission, qui va amener à une hausse du paquet de cigarettes de 12,50 € à 13 €, n'aura probablement aucun impact sur les comportements. C'est de la fiscalité pure pour le coup. C'est aller chercher des recettes. Si on veut que ça décroche, il faut reprendre une trajectoire beaucoup plus forte de réduction et aller très rapidement vers le paquet à 16 €.